Bonjour tout le monde, dans la dernière vidéo, je vous ai présenté le CD 4027. Nous y avons vu ses caractéristiques, sa table de vérité ainsi que le test d'une de ses bascules au moyen d'un petit montage. Aujourd'hui, je propose une petite application permettant de diviser par deux la fréquence d'un signal d'horloge en utilisant ce circuit intégré. Le circuit présenté ici est un diviseur de fréquence pouvant diviser par deux la fréquence d'oscillation du NE755. N'ayant pas besoin de beaucoup de composants, ce circuit peut être implanté sur une seule platine d'expérimentation. Ainsi, à gauche de la platine se trouve un NE755 monté en instable et une LED bleue signalant l'état de la sortie du circuit intégré. Sur la partie de droite de la breadboard se trouve un CD 4027 et deux transistors BC547B servant à commander les LED vertes et rouges. Prenons connaissance du schéma de principe du circuit. Comme le montre celui-ci, j'utilise une LED bleue afin de visualiser la sortie du NE755 et des LED vertes et rouges afin de matérialiser les sorties Q et Q bar d'une des deux bascules du CD 4027. Toutes les entrées non utilisées sont reliées à la masse afin d'avoir un fonctionnement normal sans parasite soit bruit. Aussi, les entrées J et K sont reliées à la tension d'alimentation. Comme nous l'avons vu avec la table de vérité du CD 4027 dans la vidéo précédente, lorsque ces deux entrées sont placées à l'état haut, les sorties basculent à chaque front montant sur l'entrée d'horloge. Au moment de la mise sous tension, la sortie du NE755 bascule continuellement entre un état haut et un état bas. Lorsque la sortie est placée à l'état haut, la LED bleue s'allume. Le signal carré, qui est une succession de niveaux haut et de niveaux bas, provenant de la sortie du NE755 est appliqué sur l'entrée d'horloge soit la broche 3 du CD 4027. Ainsi, à chaque front montant sur cette entrée, les sorties de la bascule changent d'état. Imaginons que c'est la LED rouge qui est allumée, soit la sortie Q bar qui est active. Ainsi, lorsqu'une impulsion à l'état haut est appliquée sur l'entrée d'horloge, les sorties basculent. Par conséquent, la LED rouge s'éteint et la verte s'allume. Lorsqu'une nouvelle impulsion à l'état haut est appliquée sur l'entrée d'horloge, les sorties basculent à nouveau. Par conséquent, la LED verte s'éteint et la rouge s'allume. À présent, je vais réaliser le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs qui ont été nécessaires pour la réalisation du circuit. Voyons le calcul pour définir la fréquence d'oscillation de la stable. Cette fréquence est définie par la valeur du condensateur C1 et des résistances R1 et R2. Ainsi, la fréquence d'oscillation est calculée via la formule suivante. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus 2RB, le tout multiplié par C. F est la fréquence en Hertz, 1,44 est une constante, RA est la valeur de la résistance R1 en ohm, 2RB correspond à la valeur multipliée par 2 de la résistance R2 en ohm, et C la valeur du condensateur C1 en farad. Mettons en application cette formule. F égale 1,44 divisé par l'ensemble 10 000 ohms plus 20 000 ohms, le tout multiplié par 0,000047 farad. Donc 1,44 divisé par 30 000 ohms fois 0,000047 farad, soit 1,44 divisé par 1,41, ce qui donne une fréquence d'oscillation de 1,02 Hz. Calculons la tension de sortie du NE755. Le NE755 crée une chute de tension d'environ 1,7 V, provoquant une différence entre la tension d'alimentation VCC et la tension présente à sa sortie broche 3. Cette chute de tension varie selon la tension d'alimentation. Dans notre cas, elle s'élève à 1,7 V. Cependant, je vous conseille de consulter la documentation technique du constructeur de votre NE755. La tension de sortie est calculée à l'aide de la formule suivante. UOUT égale VCC moins 1,7 V. UOUT correspond à la tension de sortie du NE755, VCC correspond à la tension d'alimentation du circuit, et 1,7 V est la chute de tension créée par le NE755. En appliquant la formule, nous trouvons le résultat suivant. UOUT égale VCC moins 1,7 V,
donc 9 volts moins 1,7 volts, ce qui donne une tension de sortie du NE555 de 7,3 volts en alimentant le circuit avec une tension de 9 volts. À présent, calculons la résistance de limitation de la LED bleue. La LED bleue étant reliée à la sortie du NE555 soit sa branche 3, elle s'allumera que lorsque la sortie est à l'état haut soit 1. La valeur de sa résistance de limitation est calculée via cette formule. RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance à relier à la LED. UOUT est la tension présente sur la sortie du NE555. ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner. Et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Pour la LED bleue, mon testeur de composants m'a affiché une tension de 2,76 volts. Concernant l'intensité qui traverse cette LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. RLED égale UOUT moins ULED le tout divisé par ILED. Donc 7,3 volts moins 2,76 volts le tout divisé par 0,01 A. Soit 4,54 volts divisé par 0,01 A. Ce qui donne une valeur de résistance à relier à la LED de 454 ohms. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 454 ohms est 470 ohms. Si vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96, la valeur la plus proche de 454 ohms est 464 ohms. Pour justifier le choix de ces valeurs de résistance, modifions la formule afin de calculer l'intensité circulant dans la LED en procédant de cette façon. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 470 ohms. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED. Donc 7,3 volts moins 2,76 volts le tout divisé par 470 ohms. Soit 4,54 volts divisé par 470 ohms. Ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED bleue de 10 mA avec la résistance de 470 ohms. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 464 ohms. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED, donc 7,3 volts moins 2,76 volts le tout divisé par 464 ohms, soit 4,54 volts divisé par 464 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED bleue de 10 mA avec la résistance de 464 ohms. Maintenant, calculons la puissance dissipée par ces résistances. Celle-ci est calculée à l'aide de la formule suivante. P égale U fois I. P est la puissance dissipée par la résistance exprimée en watts. U est la tension présente aux bandes de la résistance. Et I est l'intensité du courant traversant la résistance. Mettons en application cette formule avec la valeur des composants. Calculons d'abord la puissance dissipée par la résistance de 470 ohms à 5%. P égale U fois I, soit 4,54 volts fois 0,01 A, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 470 ohms à 5% d'environ 0,045 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 464 ohms à 1%. P égale U fois I, donc 4,54 volts fois 0,01 A, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 464 ohms à 1% d'environ 0,045 watts. Dans ces deux cas, une résistance d'un quart de watt est parfaite. Voyons le calcul servant à définir la tension de sortie du CD4027. Celui-ci crée une chute de tension d'environ 0,05 volts. Autant dire que le CD4027 délivre à ses sorties une tension quasi identique à la tension d'alimentation VCC. La tension de sortie est calculée à l'aide de la formule suivante. UOUT égale VCC moins 0,05 volts. UOUT correspond à la tension de sortie du CD4027. VCC correspond à la tension d'alimentation du circuit. Et 0,05 volts est la chute de tension créée par le CD4027. En appliquant la formule, nous trouvons le résultat suivant. UOUT égale VCC moins 0,05 volts,
donc 9 volts moins 0,5 volts, ce qui donne une tension de sortie du CD4027 de 8,95 volts en alimentant le circuit avec une tension de 9 volts. Prenons connaissance du calcul servant à définir la valeur de la résistance de limitation de courant de la base des transistors. Commençons par définir l'intensité IB au niveau de la base des transistors via cette formule. IB égale ILED divisé par bêta min. IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. ILED est l'intensité traversant les lettres vertes et rouges. Et bêta min est le gain minimum du transistor. Concernant le transistor BC547B, son gain minimal s'élève à 200. Pour ce qui est de l'intensité traversant les LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA, donc pour avoir une marge, on multiplie cette valeur par 2, soit 20 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale ILED divisé par bêta min, donc 0,02 A divisé par 200, ce qui donne une intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor Q1 et Q2 de 0,0001 A, soit 100 microampères. Cette valeur sera utilisée dans le second calcul qui servira lui à définir la valeur de la résistance à connecter à la base de ce transistor. Observons le calcul de la résistance de base RB. RB égale UOUT moins USAT, le tout divisé par IB. RB est la résistance à relier à la base des transistors. UOUT est la tension présente aux sorties du CD4027. Et USAT est la tension de seuil du transistor. Appliquons cette formule. RB égale UOUT moins USAT, le tout divisé par IB. Donc 8,95 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 0,0001 ampère, soit 8,25 volts divisé par 0,0001 ampère, ce qui donne une résistance à relier à la base du transistor de 82 500 ohms, soit 82,5 kΩ. Ne possédant que des résistances d'une tolérance de 5%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 82,5 kΩ est 82 kΩ. Si par contre vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau, 82,5 kΩ correspond à une valeur normalisée de la série E96. Afin de justifier le choix de sa valeur de résistance, calculons l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor en utilisant la formule suivante. IB égale UOUT moins USAT, le tout divisé par RB. Calculons l'intensité avec une résistance de 82 kΩ à 5%. 8,95 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 82 000 ohms. Donc 8,25 volts divisé par 82 000 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la base du transistor d'environ 100 microampères avec la résistance de 82 kΩ à 5%. Calculons l'intensité avec une résistance de 82,5 kΩ à 1%. 8,95 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 82 500 ohms, soit 8,25 volts divisé par 82 500 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la base du transistor de 100 microampères. Calculons la puissance dissipée par ces valeurs de résistance. Commençons avec la résistance de 82 kΩ à 5%. Donc P égale U fois I, soit 8,25 volts fois 0,0001 ampère, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 82 kΩ à 5% d'environ 0,0008 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 82,5 kΩ à 1%. P égale U fois I, donc 8,25 volts fois 0,0001 ampère, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 82,5 kΩ à 1% d'environ 0,0008 watts. Dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt convient parfaitement. À présent, il ne reste plus qu'à calculer la valeur de la résistance de limitation des LED vertes et rouges. Celle-ci est définie à l'aide de la formule suivante. RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED.
RLED est la résistance de limitation des LED vertes et rouges. VCC est la tension d'alimentation du circuit. ULED est la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner. Et ILED est l'intensité traversant les LED. En ce qui concerne la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 1,98 volts pour la LED verte et 2,01 volts pour la LED rouge. Ces deux valeurs étant très proches, j'utilise la tension dont la LED verte a besoin pour fonctionner, soit 1,98 volts. Pour ce qui est de l'intensité des traversants, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Mettons en application la formule RLED égale VCC moins ULED le tout divisé par ILED. Donc 9 volts moins 1,98 volts le tout divisé par 0,01 ampère. Soit 7,02 volts divisé par 0,01 ampère. Ce qui donne une valeur de la résistance à relier au LED de 702 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 702 ohms et que j'ai à disposition est 680 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 1%, la valeur la plus proche de 702 ohms est 698 ohms. Petite précision, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 0,01 ampère pour ce qui est de l'intensité parcourant les LED. En général, l'intensité maximale pouvant circuler au travers des LED s'élève à 0,02 ampère. Je suis bien en dessous, c'est pourquoi j'utilise des résistances dont la valeur normalisée se situe juste en dessous de la valeur calculée. Calculons l'intensité parcourant les LED avec une résistance de 680 ohms à 5%. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED, donc 9 volts moins 1,98 volts, le tout divisé par 680 ohms, soit 7,02 volts divisé par 680 ohms, ce qui donne une intensité parcourant les LED d'environ 0,01 ampère, soit 10 mA, avec la résistance de 680 ohms à 5%. Calculons l'intensité parcourant les LED avec une résistance de 698 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED le tout divisé par RLED, donc 9 volts moins 1,98 volts le tout divisé par 698 ohms, soit 7,02 volts divisé par 698 ohms, ce qui donne une intensité parcourant les LED d'environ 0,01 ampère, soit 10 mA, avec la résistance de 698 ohms à 1%. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer la puissance dissipée par ces résistances. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 680 ohms à 5%. P égale U fois I, donc 7,02 volts fois 0,01 ampère, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 680 ohms à 5% d'environ 0,07 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 698 ohms à 1%. P égale U fois I, donc 7,02 fois 0,01 ampère, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 698 ohms à 1% d'environ 0,07 watts. Dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt est parfaite. À présent, toute la théorie en rapport avec ce projet a été abordée. Passons, et je sais que vous n'y verrez aucun inconvénient, aux choses un peu plus sérieuses. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation. Sur ce schéma, nous retrouvons le NE755 monté en instable avec ses condensateurs de découplage, de stabilisation et réglage de fréquence, le CD4027 et son condensateur de découplage, les résistances de 82 kΩ, les transistors BC547B, les résistances de 10 kΩ, ainsi que les LED bleues, vertes et rouges et leurs résistances de limitation. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique du circuit sur la platine d'expérimentation. Aussi prenons connaissance de la liste des composants. Il faudra un circuit intégré NE555, un circuit intégré CD4027, 3 résistances de 1/4 de watt de 10 kΩ pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or, et pour des résistances à 1% de tolérance, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. 2 résistances dont la valeur dépend de la tolérance de soit 82 kΩ à 5%, dont les anneaux sont gris, rouge, orange, or.
soit 82,5 kΩ à 1% de tolérance dont les anneaux sont gris, rouge, vert, rouge, marron. Deux résistances dont la valeur dépend de la tolérance de soit 680 ohms à 5% de tolérance dont les anneaux sont bleu, gris, marron, or. Soit 698 ohms à 1% de tolérance dont les anneaux sont bleu, blanc, gris, noir, marron. Une résistance dont la valeur dépend également de la tolérance de soit 470 ohms à 5% de tolérance dont les anneaux sont jaune, violet, marron, or. Soit 464 ohms à 1% de tolérance dont les anneaux sont jaune, bleu, jaune, noir, marron. Il faudra deux condensateurs céramiques ou plastiques de 100 nanofarad, un condensateur céramique ou plastique de 10 nanofarad, un condensateur électrochimique de 47 microfarad, deux transistors BC547B, une LED bleue de 3 mm de diamètre, une LED verte de 5 mm de diamètre, une LED rouge de 5 mm de diamètre, une breadboard, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois qu'on a réuni tous les composants, nous pouvons monter le projet. Ainsi, commençons par insérer le NE555 sur la platine. Relions à la tension d'alimentation les broches 4 et 8 et la broche 1 à la masse. Relions ensemble les broches 2 et 6. Continuons en plaçant un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 8 du NE555 et la masse. Relions le condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 et la masse. Connectons le condensateur de 47 microfarad entre la broche 2 et la masse. À présent, connectons une résistance de 10 kΩ entre la broche 7 et la tension d'alimentation du circuit. Plaçons une autre résistance de 10 kΩ entre la broche 7 et la broche 6. Continuons en reliant une résistance de 470 ohms à la broche 3. Ensuite, plaçons la LED bleue entre la résistance de 470 ohms et la masse. Maintenant, plaçons le CD4027 sur la platine. Relions à la tension d'alimentation les broches 5, 6 et 16. Connectons à la masse les broches 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Relions la broche 3 du CD4027 à la broche 3 du NE555. N'oublions pas de placer un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 16 et la masse. Maintenant, relions une résistance de 10 kΩ entre la broche 3 et la masse. Continuons en reliant une résistance de 82 kΩ à la broche 1 du CD4027. À cette résistance, on relie la base d'un BC547B. Relions à la masse l'émetteur de ce transistor. Ensuite, relions une résistance de 680 ohms à la tension d'alimentation. Plaçons la LED verte entre cette résistance et le collecteur du transistor.
Continuons en reliant une résistance de 82 kΩ à la broche 2 du CD 4027. À cette résistance, on relie la base de BC547B. Relions à la masse l'émetteur de ce transistor. Ensuite, relions une résistance de 680 ohms à la tension d'alimentation. Plaçons la LED rouge entre cette résistance et le collecteur du transistor. À présent, il ne reste plus qu'à relier l'alimentation au circuit après avoir contrôlé si tout est relié correctement. Une fois que le circuit est monté, alimentons-le. Immédiatement, la LED bleue matérialisant la sortie du NE755 se met à clignoter. Les LED vertes et rouges se mettent également à clignoter alternativement. Cependant, nous remarquons que la LED verte s'allume une fois sur deux par rapport à la bleue. C'est également le cas pour la LED rouge. Comme on peut s'en apercevoir, la fréquence du NE755 est divisée par 2, ce que nous allons vérifier à l'aide de l'oscilloscope. À présent, observons à l'oscilloscope les signaux circulant dans ce circuit. Cette analyse consistera à relever les signaux présents à la sortie du NE755, soit sa broche 3, et à la sortie Q de la bascule du CD4027, soit la broche 1. Je pourrais relever les signaux de la broche Q bar, soit de la broche 2, à la place de la sortie broche 1, cela reviendrait au même. Commençons par relier le commun des deux sondes, soit le fil noir, à la masse. J'utilise une sonde, par exemple la bleue, pour relever les signaux sur la broche 3 du NE755, et une sonde, la jaune, pour relever les signaux sur la broche 1 du CD4027. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Lorsque le circuit est placé sous tension, la sortie du NE755, représentée par le signal bleu, oscille continuellement entre un état haut et un état bas. Nous observons également que le signal est de forme rectangulaire, car il est plus souvent à l'état haut qu'à l'état bas. Observons le signal jaune qui, lui aussi, oscille continuellement entre un état haut et un état bas. Nous pouvons voir que, pour qu'il soit à l'état haut, il faut que le signal bleu ait 2 cycles. En effet, lorsque la sortie du NE755 est placée à l'état haut, la sortie du CD4027 l'est également et le reste, même si la sortie du NE755 est placée à l'état bas. Lorsque le signal bleu bascule à nouveau à l'état haut, le signal jaune bascule à l'état bas et le reste, même si le signal bleu bascule à l'état bas. C'est au prochain cycle du signal bleu que le signal jaune se replace à un niveau haut. Concernant la forme du signal jaune, nous observons qu'il est carré car la durée pendant laquelle il est placé à l'état haut est la même que lorsqu'il est à l'état bas. Ainsi, en sortie, nous obtenons un signal dont le rapport cyclique est de 50%. À présent, observons la fréquence d'oscillation de la sortie du NE755, qui est le signal d'entrée. Les curseurs étant placés sur 2 fronts montants successifs, nous voyons que la fréquence du signal s'élève à 1,11 Hz. Maintenant, observons la fréquence d'oscillation de la sortie du CD4027, qui est le signal de sortie. Là aussi, les curseurs étant placés sur 2 fronts montants successifs, nous voyons que la fréquence du signal s'élève à 543 mHz. Ainsi, nous observons que la fréquence d'oscillation de la sortie du CD4027 est plus basse d'environ la moitié par rapport à la fréquence d'oscillation de la sortie du NE755. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage d'un diviseur de fréquence réalisé avec le CD4027. Nous avons pu également voir que le signal de sortie est divisé par 2 et bien carré par rapport au signal d'entrée qui lui est rectangulaire. Dans la prochaine vidéo, je proposerai soit un nouveau montage, soit un autre composant. Pour ne pas rater la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire un retour par le biais des commentaires. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!